Allez, c'est reparti pour une interview Gestion de fortune. Je suis avec Antoine Dumont. Antoine, bonjour. Bonjour Frédéric. Antoine, vous êtes responsable relations partenaires chez Edram, Edmond de Rothschild AM. On va passer 6 minutes ensemble, parler un peu des allocations, des choix stratégiques à faire et un thème que vous avez envie de défendre. Et vous êtes un peu le seul parce que vos confrères sont assez peu présents en ce moment sur cette question. C'est l'obligataire. Vous dites en ce moment de l'obligataire, il faut s'y intéresser parce que le monde bouge très vite. Écoutez, on entend tous les arguments qui nous disent qu'il ne faut pas aller sur l'obligataire, mais plutôt sur la partie action pour les allocations. Les taux sont bas, ils resteront durablement bas, c'est vrai, c'est un fait là-dessus. En même temps, ça fait 5 ans qu'on se dit, oh là là, c'est tellement bas que ça va remonter, et depuis 5 ans, ça remonte toujours pas. Alors nous, on pense que les taux vont rester quand même durablement bas, mais par contre, il y a une chose, c'est qu'on peut aller sur l'obligataire à condition d'être opportuniste, d'être flexible, et d'aller chercher tous les sous-segments obligataires. C'est une classe d'actifs à part entière qui ne doit pas être délaissée dans une allocation. Le curseur de risque ne doit pas être uniquement le fonds en euros, qui d'une certaine façon est en partie déconstruit en ce moment. Oui, c'est ça. Il y a un an, Generali nous disait le fonds en euros, nous, on va lui accorder une place marginale. Là, récemment, je crois que c'est Spirica qui disait que la garantie sur le fonds en euros porterait uniquement sur 98%, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, 98%, demain peut-être 97%. Et donc le fonds en euros qui a été finalement un outil fabuleux d'épargne pour les Français. C'était la mascotte des investisseurs français. Voilà, mais aujourd'hui, il va falloir peut-être en sortir petit à petit, aller vers des UC, mais aller vers des UC dynamiques, bien entendu, mais également trouver des socles plus défensifs. Bon. Et chez Edmond de Rothschild, c'est ce qu'on met en avant. Moi j'aime bien l'idée. Pour autant, comment ça se comporte? Votre fonds obligataire, j'imagine que vous avez un flagship obligataire. Il a traversé le début d'année, la crise comment? Alors c'est le flagship de la maison. C'est un fonds qui s'appelle EDR Fund Bond Allocation, qui a un peu plus de 2 milliards en cours. C'est un fonds qui est worldwide, de toute classe d'actifs. Il va sur tous les sous-segments obligataires, c'est véritablement là sa force. Depuis le début de l'année, il affiche une performance de plus 1,7%. Donc finalement, tout à fait acceptable. En revanche, il est vrai que pendant la période où il y a eu un assèchement de liquidité qui a été très fort, le fonds a eu un max redans, donc une perte maximale aux alentours de 9%. Ce qui était important, mais rappelez-vous que c'était un moment où toutes les classes d'actifs ont souffert. Ah bah, les marchés ont été complètement tétanisés à un moment. Et puis, effectivement, ça montre bien qu'on est sur des classes d'actifs, il faut avoir des stratégies de moyen-long terme. Si on est le nez dans le guidon juste au mois le mois, effectivement, il y a un moment où on se prend la main dans la tapette. Alors il faut avoir une vision moyen-long terme, il faut accepter la volatilité, peut-être davantage aujourd'hui que par le passé. Et encore une fois, j'insiste sur le côté opportuniste et flexible qu'un fonds obligataire doit avoir, c'est-à-dire qu'il doit être moins contraint, c'est qu'il doit aller sur tous les sous-segments obligataires, et c'est ce que notre fonds fait aujourd'hui, ce qui lui permet de réaliser des performances, quel que soit l'environnement de taux finalement. Alors un autre thème, une autre idée d'investissement, Antoine, que vous voulez défendre, c'est l'Inde. Alors l'Inde, c'est un peu inattendu parce que sur les marchés internationaux, sur les marchés émergents, on nous parle beaucoup de la Chine, et vous dites, c'est sans doute très bien la Chine, mais il faut aussi regarder ce qui se passe à côté de la Chine. Alors bien sûr, l'Inde en diversification, bien entendu, c'est pas du cœur de portefeuille, mais par contre, on peut parler de l'Inde à nos clients pour aller sur ce pays qui est très prometteur, parce que finalement, il a un petit peu les caractéristiques de la Chine d'il y a 15 ans, avec un dividende démographique. Donc c'est ça qui est extrêmement important, c'est la première démocratie du monde en termes d'habitants, il ne faut pas l'oublier. C'est la 7e économie mondiale, à horizon 10 ans, ça devrait être la 3e. Et si on regarde la consommation, il y a une sous-pénétration qui est très forte. Vous pensez qu'il pourrait y avoir comme un phénomène de rattrapage, une classe moyenne indienne qui va se développer comme en Chine? Exactement. Aujourd'hui, en Inde, vous avez 6% des ménages qui ont une voiture. C'est le taux auquel étaient les Chinois en 2008. Aujourd'hui, les Chinois sont à 20%, ce qui laisse un petit peu présager du potentiel de la consommation en Inde. Et puis, c'est un marché, on a des valeurs dans l'informatique, dans la tech, dans l'industrie pharmaceutique, dans l'aéronautique. On a effectivement un panel de valeurs très large qui sont assez méconnues. Alors, il y a un gisement très important, mais il faut être très sélectif sur un marché qui peut être très volatile. Mais on est convaincu aujourd'hui. C'est ce que je vais vous dire. L'Inde, effectivement, on l'a dit, c'est pas cœur de portefeuille, c'est de la diversification, mais c'est quand même très volatile. Alors l'Inde, ça peut être volatile, exactement, c'est ce qu'on dit à nos clients, mais il faut aussi réhabiliter la notion de long terme dans les investissements. Et le fait d'investir mois après mois sur un support volatile, ça vous permet finalement de lisser cette volatilité en bénéficiant du potentiel du contrepoids naturel de la Chine dans la région qui sera privilégié notamment par les États-Unis, et on voit beaucoup d'investissements qui ont été effectués depuis le début de l'année sur le continent indien. Ok. Antoine Dumont, on a parlé obligations, c'est bien parce qu'effectivement plus personne ne veut en parler en ce moment, enfin, vos confrères ne veulent pas en parler. Inde, c'est intéressant, c'est de la diversification. Il y a un thème dont vous souhaitez parler qui est un petit peu,
tarte à la crème, l'ISR, vous dites, nous on fait de l'ISR, mais alors, je suis très content pour vous, mais un peu comme tout le monde aujourd'hui fait de l'ISR. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui il y a finalement assez peu de sociétés qui vont avoir une recherche propriétaire ISR, c'est le cas souvent c'est de l'affichage. Hein. Alors il peut y avoir une partie d'affichage, certaines sociétés vont peut-être revamper des stratégies passées pour les recolorer en disant qu'elles sont ISR. Nous on est convaincus de l'ISR, on a une recherche propriétaire depuis maintenant 15 ans, et on est convaincus pourquoi ? Parce que ça permet de générer de la performance. Et je m'explique sur ce point, je pense que c'est important. Quand vous achetez une action, vous achetez un potentiel qui ne se reflète pas nécessairement dans les états financiers. Les états financiers, finalement, vous donnent une lecture assez précise de ce que la société a accumulé comme richesse par le passé. Mais les critères extra-financiers sont extrêmement importants parce que les clients, quels que soient les secteurs, ont aujourd'hui accès à l'information et vont sanctionner les sociétés qui ne respectent pas les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et au contrario, vont aller vers des sociétés qui les respectent. C'est vrai que le consommateur citoyen est devenu de plus en plus sensible à la bonne conduite des entreprises. Notre objectif est donc d'identifier ces sociétés qui finalement verront leur part de marché augmenter, gagner des parts de marché par rapport à leur moins 10 ans, aux acteurs de moins 10 ans en termes de critères extra-financiers. Donc il y a un vrai levier de performance ici. Et vous avez aussi, de l'autre côté, ce qui est aussi important, une réduction de la volatilité par l'analyse de la gouvernance qui vous permet de réduire le risque spécifique des sociétés dans lesquelles vous investissez. En 2 mots, ça paye. En termes de performance, l'ISR, ça rapporte quoi? Alors, en termes de performance, ça paye. Aujourd'hui, le fonds EDR SICAV Euro Sustainable Growth que l'on met en avant, qui est un fonds action zone euro, affiche une surperformance depuis le début de l'année sur son indice, le MSCI EMU, de plus de 800 points de base. Donc, ça lui a permis d'être beaucoup plus résilient à la baisse, tout en prenant la hausse, le rebond des marchés qui était important. En étant prioritairement sur des valeurs de croissance, mais justement, comme on intègre ce facteur ISR, on a des maisons qui sont plus résilientes. Alors c'est pas là-dessus, c'est sustainable growth, mais c'est pas de la croissance. J'entends par là, c'est pas de la croissance durable, mais il y a un biais qualité, un biais d'ailleurs moins de croissance qu'on peut retrouver dans d'autres fonds ISR, un biais qualité avec des sociétés moins endettées. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Antoine Dumont, merci beaucoup d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci Frédéric, bonne journée, à bientôt.